Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste du pétrole et du gaz. D'abord, comment appréciez-vous la démarche du chef de l'État qui a appelé à des concertations sur le gaz et le pétrole? Écoutez, moi je suis un peu mal à l'aise par rapport à la méthode et à la démarche employée. Pourquoi vous êtes mal à l'aise? Mais pour une raison très simple. La première est que on ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs. Et vous pensez que c'est ce que le chef de l'État a fait, mettre la charrue avant les bœufs? Mais bien sûr, vous ne pouvez pas avoir donné pratiquement tout l'amont pétrolier, c'est-à-dire le pétrole qui se trouve en période d'exploration en mer ou sous le sol, pas, à des entreprises étrangères, y compris donc à votre propre frère, M. Aloussal, accepter probablement et à coup sûr que des sommes aient été passées de main en main, des milliards, pour ne pas dire des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards, soit sous mode de commission, à travers des primes de signature, à travers des deals signés avec des gens à qui vous avez donné ces contrats. Mais pourquoi je vous entends utiliser le mot deal? En quoi ces contrats-là représentent des deals, si on peut l'appeler ainsi? Le simple fait qu'on ait donné un contrat qui implique le frère du président, c'est un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts, c'est un deal. Ah oui. Dans le monde entier, c'est ça que ça s'appelle. Deuxièmement, les conditions dans lesquelles le groupe Total a obtenu son bloc pétrolier, ce qui a entraîné la démission du ministre du pétrole d'alors, de l'énergie, c'est aussi problématique. Moi-même, j'ai interpellé à Riyad, en Arabie Saoudite, à une conférence où nous nous étions trouvés, le président, directeur général de Total, M. Patrick Pouyanné, et je lui ai dit, on veut voir le contrat, parce que nous ne sommes pas contents de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un autre problème. Bien évidemment, dans la démarche, il y a également un autre problème. On a sélectionné qui on voulait inviter, et ceux qu'on a invités, ce sont des gens qui sont ce qu'on appelle en anglais des yes man. Des gens... Et pourtant, le chef de l'État, M. Gueye, le chef de l'État a dit que tous les contrats pétroliers seront publiés. Ben, écoutez, jusqu'à plus ample informé, il faut qu'il le soit, ça ne l'a pas encore été. Et même si les étés aujourd'hui sont les montrer, c'est trop peu, trop tard. Il fallait les faire en amont, avant. C'est pas maintenant qu'on a tout négocié, empoché tout, qu'on va dire aux gens, venez, non. Là, il s'agit d'une volonté de validation d'actes entrepris, c'est comme si vous voulez couvrir leurs arrières. Et j'ajouterai une chose, ce n'est pas un dialogue dont il est question aujourd'hui, c'est un monologue. C'est même, j'allais dire, un soliloque. Et pourtant, la société civile participe à ces concertations. Quelle société civile? Des individus qui ont décidé d'y aller, j'allais dire, à la source. Non, le Congad, quand même, c'est M. Gueye, le Congad, on ne peut pas minimiser le Congad. Excusez-moi, je ne minimise pas cette organisation, mais je vous garantis que j'ai des problèmes, j'ai des doutes dans les conditions dans lesquelles des gens qui ne connaissent pas l'industrie pétro-gazière s'engagent dedans. Et il me semble, dans les informations qui circulent, que même de l'argent a circulé pour ramener des gens là-bas sur place. Ah oui? Vous en êtes sûr de l'argent? Donner de l'argent à des gens pour qu'ils viennent participer à ces concertations, c'est ça? J'ai cru entendre ça. Écoutez, il y a plus grave que ça. Mais arrêtons-nous au fait que les blocs pétroliers ont été brandés. Les pays qui ont échappé à cette malédiction des ressources en hydrocarbures sont les pays qui ont mis sur la table les choses, n'est-ce pas, ou qui ont fait acte de patriotisme. Par exemple, au Mexique, Perporio Diaz, quand il était président, il a nationalisé le pétrole là-bas. Si vous prenez en Arabie Saoudite, l'Aramco, n'est-ce pas, est devenu une structure nationale contrôlée par l'Arabie Saoudite. Et vous voyez aujourd'hui, dans cette volonté de diversification de l'industrie pétro-gazière en Arabie Saoudite, avec l'agenda 2030, vous savez très bien que l'Arabie Saoudite a repris le contrôle de ses hydrocarbures. On peut parler d'autres pays. Le Koweït a mis en place son fonds d'investissement. C'est ce qu'il a sauvé quand il y a eu la première guerre du Golfe en 1990. C'est avec les recettes tirées de ce placement de ces avoirs. Oui, mais M. Gueye, une question. À vous entendre parler, apparemment, vous épousez la position de l'opposition qui déclare qu'elle ne va pas participer à ces concertations étant donné que Macky Sall a déjà signé les contrats. Vous épousez parfaitement l'opposition alors? L'opposition, non seulement est dans son rôle, elle a beau jeu, n'est-ce pas, de ne pas participer à ce cirque. C'est inacceptable ce que Macky Sall a fait. Et croyez-moi, nous remettrons le métier sur l'ouvrage
il y aura un moment où nous demanderons que les choses soient, n'est-ce pas, revisitées. Et déjà, nous alertons quiconque est associé à cette histoire-là de savoir que demain, on revisitera ce travail-là. D'accord, d'accord. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le temps, en tout cas, le temps est là, parce que les barils, les premiers barils, je peux l'appeler ainsi, sont attendus vers les années 2020, 2021, 2022. Il y a du temps pour rejouer tout ça, pour revisiter tout cela, non? Non. La politique de la chaise vide aussi. Non, il n'y a pas une question de politique de chaise vide. C'est une politique de principe. Quand monsieur prend les blocs et donne ça à des copains et des coquins, et revient nous dire, venez, on va parler maintenant, c'est comme si c'était les demeurés qui acceptent cela. La Norvège, qui est le modèle en l'occurrence, n'est-ce pas, que j'ai visité notamment sa ville où se trouve son pétrole, la ville de Stavanger. Quand les ressources ont été découvertes dans ce pays, en mer du Nord, ce que la Norvège a fait, c'est de dire, écoutez, tout ce que nous découvrons, on le ramène au sol pour permettre, n'est-ce pas, qu'on ajoute de la valeur. Il y a là-bas, dans cette ville, un musée du pétrole. Et vous savez, la Norvège a des milliards d'argent qui sont placés dans le monde entier et ces ressources sont pour les générations futures. Seuls 4% sont utilisés dans le budget. L'argent est stérilisé, les devises pour éviter les risques inflationnistes. Il faut donc faire appel à des professionnels, des gens qui savent, pas les gens qui sont, comment dire, les virologues. Chaque fois qu'il y a quelque chose, on les appelle, ils sont experts en tout, master of nothing, ils ne connaissent rien. Et désormais, vous voyez des gens qui se déclarent spécialistes en pétrole. Non, c'est une industrie très sérieuse. D'accord. C'est vrai qu'on les a entendus annoncer un certain nombre de mesures, de pétitions de principe, du genre, oui, il faut stabiliser, un fonds de stabilisation, un fonds pour les générations futures, aider le conflit. Et j'en passe. C'est connu, un fonds de stabilisation budgétaire au cas où cette industrie cyclique, n'est-ce pas, provoque, n'est-ce pas, des baisses de revenus comme ça a été le cas depuis 2014 pour les pays qui en ont. D'accord. C'est bien tout cela, mais il fallait que ça soit discuté avant. Et voilà. Mais